sommes jeudi, il est 16 heures. Je suis en consultation et je reçois un appel de ma collègue qui est de garde qui me dit: Jonathan, on va avoir rapidement besoin de toi. Ok, on a un plan blanc. Boum. Ok, tu peux m'en dire plus? Oui, un bus contre un train. Ouf. Ok, et combien de victimes? Aucune idée. Ce sont tous des enfants. Mesdames et messieurs, bonjour. Je plante volontairement le décor de cette façon, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, parce que c'est ainsi que commence une situation sanitaire exceptionnelle. Comme nous l'avons vécu ce jeudi 14 décembre 2017, il y a 8 ans, sur la commune de Millas, où un bus transportant 23 collégiens en sortie de classe est coupé en deux par un train, euh, causant la mort de 6 jeunes, 4 sur place, et devenant ainsi malheureusement le deuxième accident le plus tragique de France sur une collision train-bus. Il nous a semblé bon d'en parler aujourd'hui, non pas seulement parce que ça s'est passé à Perpignan, euh, mais pour tirer un petit peu leçon de cet événement tragique. Vous savez que nos instances, nos sociétés savantes nous demandent de plus en plus d'être prêts à tout événement catastrophique. Et donc nous allons vous faire revivre cette journée, cette terrible journée, en revenant à la chronologie des faits, en essayant de tirer un petit peu leçon et vous montrant comment un hôpital général a pu s'organiser pour faire front à la situation, et en injectant un petit peu dans cette présentation des éléments des fondamentaux de médecine de catastrophe, notamment de la doctrine française en situation sanitaire exceptionnelle. Alors reprenons la chronologie. À 16h07 a lieu la collision. Le bus rencontre malheureusement le train, et très rapidement, l'alerte est lancée au niveau de la plateforme SAMU et du CODIS, qui lance une activation des plans de secours. Le premier plan qui est mis en place, si vous le savez peut-être, c'est le plan Orsec, c'est l'organisation des secours en développant le volet Novi, comme nombreuses victimes. C'est le préfet qui l'active. Ce plan, qui va mobiliser ce jour-là 80 pompiers, 50 gendarmes, 4 véhicules SMUR envoyés immédiatement et 5 hélicoptères qui sont activés, 2 du 66, 2 du 31 et 1 du 34, pour rapidement prendre en charge les victimes qui sont sur place. Sur le lieu de l'accident, le silence est total. Les victimes indemnes sont toutes choquées, elles ne disent rien. Certains sont morts et les urgences les plus graves ne peuvent pas s'exprimer. La première mission des secours, c'est de faire le tri des victimes. Et ça, c'est une notion qui est importante, c'est trier et identifier rapidement les victimes. Un plan de rassemblement des victimes les plus indemnes est mis en place pour libérer en tout cas et rassembler ceux qui n'ont rien. Les jeunes qui sont décédés sont laissés gisants et un PMA est rapidement monté pour pouvoir soigner rapidement les urgences absolues et les urgences relatives. Ça, c'est le plan Orsec. En parallèle, est mis en place une organisation des secours qu'on appelle le plan Orsan, et plus particulièrement le volant à ma vie, comme afflux massif de victimes. Ça, c'est sous la gouvernance de l'ARS. Localement, le directeur de l'hôpital de Perpignan déclenche le plan blanc. Il en est de même pour la clinique Saint-Pierre. Sur place, et une alerte régionale est mise en place auprès des CHU de Montpellier et CHU de Toulouse, qui sont les CHU de référence. Sur place, le DMS et le chef des opérations donnent le premier bilan flash. Il y a déjà 4 victimes décédées. On note sur un premier bilan provisoire 5 urgences absolues, 9 urgences relatives, 22 impliqués. Ces chiffres évolueront. En tous les cas, toutes les victimes sont des mineurs. On comprend bien que l'ambiance est lourde et dans les hôpitaux, les plans sont activés de manière séquentielle et proportionnée en fonction de ce premier bilan. L'alerte sera lancée à 16h et terminera à 23h, fin de la crise. Alors, plan à ma vie, plan Novi, c'est des choses que peut-être certains ne connaissent pas. Plan blanc, tout le monde connaît. Mais le plan blanc, en fait, ce n'est qu'un niveau d'activation d'un centre hospitalier ou d'un établissement de soins. Et ce n'est que le deuxième niveau d'un hôpital ou d'une structure en tension. Le plan est beaucoup plus global que ça. Mais c'est vrai que c'est des notions qu'on ne maîtrise pas toujours. Passons. Dans tous les cas, l'organe le plus important de ces niveaux d'activation dans un établissement, c'est la cellule de crise. Donc la cellule de crise, sous l'égide du DMC, du directeur médical de crise, a pour vocation bien sûr de prendre en charge les malades, de réguler les activités, de réguler les lits, de réguler le personnel, pour pallier à la situation. Elle va également gérer les fonctions support, la sécurité, la sûreté, la communication et bien sûr
l'accueil, la prise en charge et le suivi des victimes et des familles. Elle est en communication permanente avec l'ARS. Voilà. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, en moins d'une demi-heure, il y a une mobilisation assez franche, avec une montée en puissance de tous les niveaux critiques et des acteurs de la chaîne de prise en charge. Immédiatement, le déchocage est vidé. Une deuxième déchocage est mis en place au niveau de l'UHCD, en miroir. Au bloc opératoire, on arrête les programmes, on finit les derniers patients et on libère tout. En réanimation, on se débrouille pour récupérer 10 lits, rapidement. Un deuxième scanner est mobilisé pour pouvoir absorber les urgences. À l'EFS, on double la mise. Un deuxième d'urgence dépôt vital est installé au bloc opératoire. En pharmacie, en stérilisation, on se mobilise également. Du monde est rappelé pour pouvoir rapidement donner des lots et pouvoir réactiver rapidement les chaînes. Le DIM se met également sur le pont, parce qu'on va voir qu'effectivement, il y a tout un process d'identitovigilance qui n'est pas familier et un suivi rigoureux des patients, des victimes en tout cas, qui ne ressort pas des étiquetages classiques et conventionnels. Et tout le monde travaillera en fonctionnement dégradé sur papier. La cellule de crise a aussi pour vocation d'orienter les malades. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit les envoyer? Alors là, j'ai repris par exemple l'organigramme d'Oxytrauma, qui gère la régulation des traumatisés sévères pédiatriques en Occitanie. Effectivement, si on suit ce diagramme, tous les patients, toutes les victimes graves doivent être orientées soit sur Montpellier, soit sur Toulouse. On verra tout à l'heure pourquoi ça a été compliqué de le suivre. Puisqu'effectivement, le schéma régional préconise que les trauma centers de niveau 1A sont les deux CHU, Montpellier-Toulouse. Nous, à Perpignan, on est comme à Nîmes, on est niveau 1B, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir gérer des traumatisés sévères, mais les enfants, pas en première intention, en tout cas. Pendant que toute la cellule de crise s'organise, les équipes se mettent en place sur le terrain. On entend déjà les rotors des hélicoptères qui font les norias au-dessus de l'hôpital et qui posent et déposent les premières victimes. Au déchoc, au bloc et en réanimation, on s'est déjà réorganisé. Les anesthésistes et les réanimateurs se sont mis à leur poste, mais également ont investi d'autres lieux. Ils se sont mobilisés hors bloc. Ils se sont déployés notamment au déchoc et des tandems anesthésistes réa urgentistes, c'est-à-dire des binômes MAR-MUR, se sont mis en place pour former en tout cas former des cellules de prise en charge de traumatisés sévères en équipe complète. Et ça, c'est un fonctionnement qui a assez bien marché. Tout ça a été piloté par un réanimateur qui a pris le rôle de team leader. Alors, le team leader, c'est au-dessus du trauma leader. Il va gérer les trauma leaders, puisqu'on va avoir plusieurs victimes en même temps. Ça y est, les premiers patients arrivent, ils arrivent très vite et par vagues. Chaque équipe s'est répartie dans les box, on a 6 box. Chaque binôme marmure s'est mis en place avec les infirmiers et les malades rentrent les uns après les autres dans les box. Le team leader donne des ordres très simples. Vous avez 3 minutes pour me faire un bilan. Au bout de 3 minutes, on prend une décision. Est-ce que le patient est stable? Est-ce qu'il peut sortir du box? Si oui, où va-t-on? Au scanner, au bloc, en réa. Quand la décision est prise, rapidement, l'équipe complète transfère le malade au scanner, au bloc ou en réa et libère le box. Une deuxième équipe prend la place dans les mêmes conditions, se réarme et est prêt pour la deuxième vague, etc., etc. Ce fonctionnement-là a très bien marché et a permis une célérité assez significative ce jour-là. Au bloc opératoire, on s'est également réorganisé. La SSPI est devenue la tour de contrôle du bloc opératoire. Un anesthésiste a été nommé chef de bloc et a régulé avec une cadre pour l'assister. Toutes les équipes ont été identifiées par salle avec un chirurgien, 2 IBOD, un MAR et 2 IAD, permettant de prendre les malades au fur et à mesure. L'EFS a déployé une antenne, un deuxième dépôt d'urgence vitale, en mettant à disposition des agents, des produits sanguins labiles, et en dédiant quelqu'un pour pouvoir faire la traçabilité en direct pour ne pas en incomber aux agents, pour gagner du temps. Alors, je vous montre un petit peu comme ce que ça donne, comment on improvise un tableau de répartition des malades quand on n'a pas prévu le tableau d'affichage. Donc là, on avait fait une baie vitrée, des draps, et je me suis trompé, c'est 2 fois la même image. Vous avez effectivement les salles, le nom des victimes, l'orientation et les bilans lésionnels. Au bloc opératoire sont pris en priorité les urgences absolues, et en fait le bloc a été vidé. Alors le pointeur c'est là. Ouais. Donc en fait on a libéré tout le bloc, donc on n'a jamais été en saturation. Il y a seulement un tiers du bloc qui a été utilisé pour nos urgences absolues, et essentiellement de la neurochirurgie. Et c'est ça en fait qui a compliqué la donne. Donc on va parler de nos urgences absolues.
On a pris en 1 heure 8 urgences absolues, âgées de 11 ans à 14 ans. Donc pour vous donner un peu l'ambiance, amputation de jambes, traumatisme délabrant, partie directement en bloc en mode de match control pour une régularisation. Une rate hémorragique avec un hémopéritoine qui est parti se faire subir une splénectomie de sauvetage. Et tout le reste sont traumas crâniens. 4 enfants avec des œdèmes cérébraux majeurs, dont un qui décédera très rapidement, un autre qui subira une crâniectomie décompressive sans succès, une plaie crânio-cérébrale, un hématome extradural. Et je vais faire un focus justement sur ces patients parce que c'est ça qui expliquait qu'on n'a pas pu transporter les jeunes. Aucun n'était transportable, aucun. Je vais parler précisément de ce jeune là, Gauthier, et pour vous décrire un peu plus l'ambiance. Gauthier, c'est un jeune de 14 ans qui arrive Glasgow 13, agité, au déchoc. Il passe d'abord au scanner, on voit bien rapidement qu'il a un extradural et un traumatisme du bassin avec saignement actif, mais rapidement il décompense immédiatement après le scanner, il s'enfonce. Glasgow 7, anisocourie. On le monte directement au bloc opératoire. On avait juste le temps de lui faire une suture du crâne parce qu'il avait perdu du sang, lui passer un culot globulaire, et en fait on part direct pour une crâniectomie de sauvetage parce qu'il est on est en train de le perdre. Et au bloc, ça décompense. Il passe en coagulopathie sur son bassin, et il saigne, il saigne, il saigne. On essaie de le transfuser, on n'y arrive pas. Le chirurgien arrive quand même à refermer, mais c'est grave. En sortie d'intervention, anisocourie contralatérale. On a le temps de le redescendre, tout en continuant la transfusion massive. Il développe un deuxième extradural contralatéral. Son sang est incoagulable, et on est en train de le perdre. Et là, on arrive sur un paradoxe. Parce que ce qu'on nous enseigne en situation sanitaire exceptionnelle, en médecine de catastrophe, c'est qu'il faut privilégier la survie du plus grand nombre et ne pas s'attarder à ne pas s'acharner, excusez-moi du terme, sur un patient et vider par exemple toute une banque de sang pour lui. Mais quand vous êtes confronté à ça et que vous avez un jeune de 14 ans sur table, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ce jeune, parce que moi je le dis encore avec émotion, mais ce jeune, on s'est un peu sorti les tripes pour dire lui, il sortira vivant du bloc opératoire. Et au bout de 3 masses sanguines, 3 doses de Novo-7, on a réussi à le sortir de là. Indemne, il a pu faire une réanimation sans problème, sans aucune HTIC, est sorti conscient, extubé. Il est toujours en vie. La crise est finie. Le commissaire de police, avec ses enquêteurs, est en train de faire l'enquête. Qui sont les victimes? Certaines sont méconnaissables, certaines sont mortes. On n'a pas pu voir toutes les identités. Les familles sont paniquées. Tout un travail d'investigation sur l'identitovigilance est en place. Par précipitation, les premières victimes ont été envoyées à l'hôpital sans identification, sans bracelet sinus. Et je fais une pause là-dessus, parce que l'identification des victimes, c'est quelque chose de capital en médecine de catastrophe. Le réflexe initial d'un soignant, c'est d'aller porter assistance à la victime, mais ça ne doit pas rentrer en compétition avec le tri et l'identification, parce que ce sera toute la chaîne qui sera perturbée sur la suite. On ne saura plus que ce qu'on fait, on aura du problème sur l'imagerie, on aura du problème sur le laboratoire, vous savez très bien. Donc ces 3 versants, sinus, SAMU, civique, ce sont 3 volets d'identification qui sont cruciaux. Enfin, dans un amphithéâtre comme ça, les familles sont en attente des annonces. Certaines ont eu rapidement des bonnes nouvelles, d'autres des mauvaises nouvelles. Mais il reste une famille qui n'a toujours pas eu de nouvelles. Il est minuit et c'est la famille de ce jeune Gauthier dont je parlais tout à l'heure. Tout le monde s'est vidé, il reste une famille dans l'amphithéâtre. Elle attendra 1h du matin pour qu'on puisse lui annoncer que son enfant est en réanimation en vie. Vous comprenez bien que le lendemain, c'est assez difficile d'aller travailler. Et la réalité, c'est qu'après un événement de ce genre, les équipes sont exténuées. Il y a une sorte de sidération psychologique. On a déprogrammé des malades, et c'est très compliqué de les reprogrammer. Les services supports, l'AST, la logistique, la pharmacie sont dépouillés. Et en plus de ça, on a malheureusement, comme toujours, d'autres urgences classiques qu'il faut soigner au fur et à mesure. Et cette réalité-là, la post-crise, elle est assez, on n'en parle pas souvent, et elle est assez importante à prendre en considération. Alors les recommandations, maintenant, sur les guides HAS, c'est de pouvoir anticiper et de pouvoir planifier cette gestion post-crise en élaborant des plans de continuité d'activité, en anticipant des relèves de soignants, en apportant aussi un soutien psychologique. Tout à l'heure sur la diapositive, j'avais parlé de la CUMP, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est la cellule d'urgence médico-psychologique. Elle peut servir également aux soignants. De mettre en place des débriefings, Thomas en parlera tout à l'heure,
et des rétex pour pouvoir rapidement tirer le son, désamorcer des futurs stress post-traumatiques et pour pouvoir sortir en tout cas plus enrichi et tirer le son du passé. Enfin, la sortie de crise est tout autant une préparation que ce que peut être les plans d'activation. Dans tous les cas, nos instances, nos sociétés savantes, comme je le disais en introduction, nous demandent de nous préparer en adoptant une culture de la crise, en préparant des plans, en formant certains d'entre vous pour qu'ils soient le jour J des piliers, des pivots sur lesquels les autres pourront s'appuyer. Et, bien sûr, en réalisant des exercices et des simulations. Alors, voici ce que nous avons fait. Et je vais essayer d'apporter un regard critique sur ce que nous avons fait. Est-ce que nous avons bien agi? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et je vais essayer d'apporter les limites de notre prise en charge. Alors, on a eu beaucoup de traumas crâniens. Je vais d'abord parler de ça. Je ne vais pas vous faire l'entorse d'une revue de la littérature sur les traumatic brain injury chez les enfants. Mais pour vous citer en tout cas ce qui ressort de façon en tout cas unanime des principaux articles et des revues, c'est que chez l'enfant, les niveaux de preuves sont toujours faibles à modérés, que les traumas crâniens sont prédominants du fait du volume de l'encéphale, qu'un scanner normal chez l'enfant ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'hypertension intracrânienne. Comme chez l'adulte, le monitorage PIC, optimisation PPC et gestion de l'hypertension crânienne est de rigueur, en adaptant bien sûr les seuils de perfusion aux variables physiologiques de l'enfant. Voilà. La place de la craniectomie décompressive, elle est incertaine. Chez l'adulte, on est beaucoup plus dur. Chez l'enfant, on est plus permissif, et c'est compréhensible. La plasticité neuronale et aussi le côté compassionnel l'emportent. Enfin, tous les articles sont unanimes, il faut s'adapter aux ressources. Les enfants doivent être transférés le plus tôt dans les centres de réanimation adaptés, dans les trauma centers pédiatriques, ou adultes s'il y a des compétences jugées adaptées. Mais ça, c'est valable pour un enfant isolé. Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs enfants? Alors là, il y a très peu de choses dans la littérature. Les seuls articles intéressants sont ceux des Niçois, qui ont vécu un attentat en 2016 et qui ont fait 2 papiers qui sont sur la SFAR. Et c'est l'équipe de Levrault. Ça a été repris après par l'équipe d'Orliaguet. Il y a un papier récent d'Anesthésio en 2020. Donc l'équipe de Nice, elle nous enseigne ceci. C'est que probablement le triage n'est pas toujours évident chez les enfants. Bon, moi je parle d'adolescents, mais à Nice ils ont eu des petits enfants, hein, donc, parce qu'ils sont fait percuter par une voiture, donc il y avait des passants avec les familles, des parents. Et donc le triage est un peu particulier, il faut faire simple. Qui marche est indemne, qui ne marche pas est considéré comme grave jusqu'à preuve du contraire. Respire, respire pas, a un pouls, est conscient. Donc ça c'est l'échelle Jumpstart triage. En cas d'afflux massif de victimes, ou des chocs, au bloc opératoire, on n'a pas toujours l'identité, le poids, la taille de l'enfant, et c'est pas toujours facile, ni l'âge, c'est pas toujours facile d'adapter nos posologies d'anesthésie à la prise en charge. Donc en fait, il y a des systèmes très simples, ça s'appelle la réglette de Broslow. C'est une réglette comme ça qu'on déroule comme un ruban. On mesure l'enfant et on a toutes les ABAC et toutes les posologies sur la réglette. Ça, ce sont des équipements à bas coût que n'importe quel service d'urgence et n'importe quel bloc opératoire devra avoir à disposition. Les équipes niçoises nous rappellent évidemment que les traumas crâniens sont prédominants chez les enfants, vous le savez, et que les pertes sanguines sont toujours difficiles à apprécier parce qu'on sous-estime toujours la volémie des enfants. Qu'ils mettent en lumière que les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous parce que des situations catastrophiques ne sont pas toujours sur des capitales régionales avec des CHU de proximité. Et donc on a le problème des compétences sur place qui peuvent être mises à défaut. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, avec ou sans CHU, avec ou sans trauma center pédiatrique, les services de pédiatrie seront toujours à saturation parce qu'aucun dimensionnement n'est fait pour pouvoir absorber un afflux massif de victimes pédiatriques. D'où l'intérêt de se préparer et de recentrer les mares dans les schémas d'action, dans les plans d'activation et dans ce genre de situation. Pour terminer, j'ai donc 3 messages. Tout hôpital devrait se préparer à être hôpital de guerre, quelles qu'en soient les raisons. Nous, anesthésistes, nous avons un rôle au bloc, nous avons également un rôle hors bloc, et je vous l'ai montré dans la prise en charge qu'on a pu faire et qui a assez bien fonctionné. Enfin, le post-crise et la gestion de la relance d'activité est tout aussi importante, à mes yeux, que tout le reste. Parce que tout ça, effectivement, ça peut vous arriver, comme nous l'avons vécu ce 14 décembre 2017. Je terminerai donc en saluant la mémoire des victimes et en félicitant les équipes pris en charge ces enfants, dont certains se trouvent dans cette salle, pour la survie du plus grand nombre. Merci.